il regarde le public et lui dit, nous sommes au théâtre. Le théâtre, c'est un jeu. Et quand il y a jeu, J-E-U, ça veut dire qu'il y a une chance de gagner ou une chance de perdre. C'est-à-dire que peut-être vous allez vous emmerder à mourir pendant 2 heures. Ça sera que vous avez perdu. Mais peut-être vous allez gagner quelque chose. Et quand on enlèvera au théâtre la possibilité que ça soit emmerdant, on aura foutu le théâtre en l'air. Bonsoir, merci d'être là si nombreux pour discuter ensemble. Je vais d'abord discuter seul avec lui et ensuite vous pourrez poser des questions à Charles Berling. Vous pourrez même obtenir la signature de son dernier livre, Un homme sans identité, qu'il signera à la librairie et qui est un livre tout à fait remarquable, je le souligne. Alors je suis très contente, Charles, de vous accueillir aujourd'hui parce que vous êtes un acteur un petit peu atypique dans le paysage du théâtre et du cinéma français. D'abord, vous vous appelez Charles à cause de Charles de Gaulle, hein, puisque vous êtes né en 58 et que votre père militaire admirait beaucoup Charles de Gaulle. C'est vrai. Médecin de marine, je précise. Il y a pas mal de comédiens enfants de militaires, Fanny Ardant, Jean-Claude Brialy. Enfin bref. Donc vous êtes un acteur atypique parce que si vous avez eu le Molière du meilleur comédien en 2016 pour Vue du Pont d'Arthur Miller dans la mise en scène d'Ivo Vanov, vous ne vous contentez pas d'être acteur. J'ai découvert dans votre livre que vous étiez peintre, dessinateur, écrivain, chanteur, scénariste, metteur en scène, réalisateur, producteur. Vous dirigez depuis 2010 avec votre frère au départ le Théâtre Liberté à Toulon, qui est une scène nationale. Qui est devenu, oui, une scène nationale. En 2015. En 2015, vous réussissez aussi bien au cinéma qu'à la télévision, où on vous a vu interpréter Badinter ou Jean Moulin, qu'au théâtre. Donc où est le vrai Charles Berling dans tout ce panorama de talents fous et singuliers? Et en plus, on dit que vous êtes hyperactif et que vous ne pouvez pas vous empêcher de travailler tout le temps. Le vrai, c'est ce que j'écris c'est pour ça que j'ai voulu appeler ce livre, mon 3e livre, Un homme sans identité, parce que pour moi, le vrai et le faux se côtoient tout le temps, et disons que le vrai, il existe et il n'existe pas. En tout cas, il est toujours en mouvement. Par exemple, je suis un hyperactif qui a été classé dans les feignants quand il était à l'école. Donc, on disait tout le temps que j'étais très paresseux. Oui, vous avez redoublé votre seconde, votre 3e. J'ai redoublé la 3e et après, j'ai aussi redoublé la seconde. Donc, je suis arrivé au bac très tardivement. Tardivement, oui. Mais j'ai toujours fait les choses assez tardivement, même si j'ai commencé l'art dramatique j'avais 14 ans, justement en seconde. Au lycée du Mont-d'Urville avec mon frère Philippe. Et il y avait quelques profs qui étaient bien inspirés de proposer aux jeunes gens de faire du théâtre. Donc j'ai, à ce moment-là, commencé à rentrer au fond un petit peu dans le savoir, en tout cas à m'intéresser aux auteurs et à pouvoir accepter le savoir, disons. Mais est-ce que le fait d'appartenir à une grande fratrie, puisque vous étiez 6 enfants, je crois, favorise le fait du théâtre domestique, jouer finalement dans une famille, on joue un jeu par rapport à ses frères, ses sœurs. Est-ce que ça favorise le côté comédien? Disons que moi, ça serait trop long à expliquer et pas très intéressant, mais j'ai commencé à faire le pitre avant de comprendre qu'on pouvait faire de l'art dramatique. Faire le pitre, ça veut dire arriver à essayer à s'exprimer pour vivre, pour exister, pour subsister presque. Mais donc à ce moment-là, on commence à faire rire, c'est-à-dire j'ai commencé très jeune à faire des entrées et des sorties dans des salons quand il y avait des gens, et puis à les faire rire. Et puis ensuite, quand justement ces profs ont proposé de l'art dramatique, j'ai commencé à côtoyer des grands auteurs, j'ai commencé à lire Camus, j'ai commencé à lire des tas d'auteurs, et là j'ai compris qu'il y avait plus que l'exhibitionnisme dans ce métier. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a l'exhibitionnisme qui est nécessaire, mais tout d'un coup,
pour moi, cette survie, elle devenait un enchantement, quoi. Les mots me traversant le corps, ça devenait autre chose que juste aller chercher du savoir pour progresser ou pour avoir des bonnes notes. C'était pour combler quelque chose comme que je continue d'ailleurs. Je crois que je l'ai écrit dans mon livre que c'est comme si on galope sur une savane brûlante et que les sabots montent parce que si le sol est brûlant, mais parce que j'ai toujours conçu et vu autour de moi des choses qui étaient à la fois extraordinairement belles et totalement angoissantes. Quoi, par exemple, comme chose Mais le angoissante? monde, les êtres, c'est-à-dire, j'ai toujours, je peux être détruit par la vision de quelque chose, d'une injustice, d'un corps, d'une- ou, par exemple, mais depuis toujours, je trouve que je suis devenu féministe par ma mère, mais pour moi, je vois tous les jours des injustices, des inégalités, une inéquité totale entre les hommes et les femmes. Je ne peux pas le comprendre parce que nous avons été élevés, justement, vous le disiez, 3 filles, 3 garçons. Donc on était dans une parité totale à la maison. Notre mère, parce que sa mère s'est battue contre les hommes pour exister, parce qu'elle travaillait et que les hommes foutaient rien et que c'était à Meknès, Elle au était Maroc. d'origine marocaine, votre Oui, maman. Hein. exactement. Ça, c'était mon deuxième livre. Donc aujourd'hui, maman est morte. Et donc, elles se sont battues pour leur liberté. Et après, ces femmes, bon, enfin, beaucoup de femmes et d'hommes d'ailleurs le savent. C'est-à-dire, il y a dans l'histoire du XXe siècle la nécessaire libération des femmes. Ma mère s'appelait encore Madame Christian Berling. Donc, pour moi, au fur et à mesure, cette chose-là m'a scandalisé. Donc, par exemple, ça, pour moi, de voir à quel point non, ça évolue lentement, et même aujourd'hui, à quel point il y a une réaction machiste, masculine contre la libération fondamentale des femmes, bah, moi, ça me fait souffrir. Mais dans le milieu du cinéma ou du théâtre, les conséquences de MeToo ont été quand même relativement opaques. Hein. Il y a peu d'actrices, peu de comédiennes ou de metteuses en scène qui ont dit des choses. Il y a une espèce d'omerta quand même qui règne. Mais bien sûr, parce que c'est un ordre établi depuis extrêmement longtemps et que Oui, cet mais ordre vous avez un rôle aussi à jouer pour le dénoncer, vous les mais hommes. je Là. le joue pleinement. Je le joue pleinement. Comment? Regardez par exemple, mais je crois que beaucoup d'hommes ne sont pas conscients de ça. J'ai vu l'autre jour à l'Odéon Un ennemi du peuple, mise en scène par Jean-François Sivadier. Je vais le lui dire, donc je ne le trahis pas. Je vais le lui dire. J'ai pas eu le temps de le. Je lui ai dit, je vais t'en parler. Et tout. Mais pour moi, de voir une pièce aujourd'hui en 2019 montée comme ça, où il prend en tant que metteur en scène des libertés sur l'œuvre, et où la question de la femme n'est pas traitée du tout, c'est-à-dire il y a 4 hommes qui discutent qu'est-ce que la société, qu'est-ce que l'écologie, qu'est-ce que ci et qu'est-ce que ça. C'est le texte, ça. Et de voir qu'au fond, il n'y a pas un public qui dit mais oh les gars, on mettrait par exemple le même discours avec. Aujourd'hui, on mettrait 2 noirs sur la scène et les 2 noirs viendraient constamment dans la pièce en disant de quoi vous parlez, de quoi vous parlez, et on leur dirait tu peux retourner à la cuisine. Les gens diraient, il y aurait des papiers dans les journaux, on dirait c'est un spectacle raciste. Et là, parce que c'est les femmes et qu'on a l'habitude de considérer qu'une femme, elle doit être à la cuisine quand l'homme pense à la société. Oui, Ben mais là, moi, c'est le texte. Charles, qu'est-ce que vous voulez faire? Il ne peut pas changer le texte d'Ibsen. mais Jean-François, il prend des libertés avec le texte. Vous l'avez vu, le spectacle? Oui, il en sûr. prend beaucoup des libertés. Dans le texte, il n'est pas marqué à un moment donné qui parle de lui, de l'art dramatique et tout. Pourquoi? Quand je monte Vivre sa vie, moi, par exemple... Vivre sa vie, c'est ce que vous allez monter au prochain Festival d'Avignon, d'après Godard. Hein, donc au Théâtre des Halles à partir du 5 juillet. Alors allez-y. Par exemple... Vivre sa vie, donc c'est... J'ai été attaqué récemment par le Front National, d'ailleurs, sur l'idée du transgenre, parce qu'on a fait 2 mois de réflexion au théâtre, d'ateliers, de films, de conférences. Tous les ans, dans notre théâtre, là-bas, aux Libertés, et maintenant à Château-Vallon-Liberté, on fait 4 thématiques. Tous les ans, dans la programmation, on définit 4 thématiques, parce qu'on pense que c'est intéressant pour relier tout un tas de disciplines entre elles. Vous l'avez compris, je suis très interdisciplinaire, je n'aime pas les catégories. Bon. Et donc,
on s'est fait attaquer parce qu'on a travaillé sur les transgenres, sur la haine, l'homophobie, la transphobie, bon, tous ces sujets qui sont passionnants en fait, c'est-à-dire où est la limite entre un homme, entre un masculin et un féminin, entre un homme et une femme, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup il y a des gens qui se sentent plus féminins que masculins, plus masculins que féminins, tout ça est totalement passionnant. Bon. Vous-même revendiquez une bisexualité assumée. Tout à fait, c'est-à-dire je suis moi-même passé dans ma vie par des moments où ces frontières, ben, elles ont bougé. Et elle bouge. Je viens de jouer récemment La solitude des champs de coton. Coltès le dit très explicitement dans sa pièce. Il dit à l'autre qui lui dit, mais parce que mon personnage, le client dit, devant vous, je suis comme devant ces hommes travestis en femmes qui se déguisent en hommes. À la fin, on ne sait plus où est le sexe. C'est génial comme phrase. Et l'autre lui répond, vous croyez qu'un sexe, c'est une chose définie une fois pour toutes? Non, ça bouge. C'est comme ça, à force de rester assis sur son sexe, il finit par bouger. Et c'est vrai. Mais il a raison, Coltès. Et moi, je l'ai senti dans ma vie, je le sens encore. Les choses sont toujours en mouvement. Alors après, on voudrait les figer. Mais nous, au théâtre, on est là justement pour montrer les mouvements, pour essayer de les déceler, pour les raconter. Parce que c'est ça notre métier, je crois, vraiment fondamentalement. C'est de travailler avec quelque chose qui n'est pas saisissable, qui est tout le temps volatile, en mouvement. Et donc, pour revenir à Vivre sa vie, que j'ai monté et qui va passer au Festival d'Avignon, ce qui m'a intéressé, c'était de mettre, et ça m'a toujours intéressé, on l'a commencé en 88 avec Michel Didim, quand on a monté une discussion, ça s'appelait Succubation d'un cube, ce spectacle, vous voyez, Succubation d'un cube, qui est un très beau titre, parce que un succube, un incube, bon, vous savez, c'est ce génie féminin ou masculin qui va envahir la pensée, l'être, le corps d'un homme ou d'une femme endormie. Bon, et c'était une discussion en 1928 des surréalistes, ils étaient une quinzaine, donc il y avait Breton, Tanguy, et ils discutent, 15 hommes, et ils discutent, ils disent, la question donc, de ce jour-là, donc c'est nous, on a repris le compte-rendu de cette réunion, c'est à combien de pourcents estimez-vous l'orgasme féminin? La jouissance? Alors, 1%, 10%, c'est comme la chanson de Brassens, vous savez, où 95 fois sur 100. Bon, eh bien c'était ça la question du jour. Et nous, avec Michel, on s'est dit on va faire interpréter ces rôles d'hommes qui discutent sur la sexualité masculine et féminine, mais que c'est quand même le point de vue des hommes. Il n'y a pas une femme dans l'histoire à ce moment-là. On dit on va le faire jouer que par des actrices. On a pris, à l'époque, c'était quand on avait fait les appâts à l'Athénée. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Si, si. Et donc, on avait fait ce spectacle où c'était que des femmes qui jouaient des hommes. Et moi, il m'en est resté, je pense que déjà, on a dans le répertoire général, on le voit avec Un ennemi du peuple, mais il y a beaucoup de pièces qui sont comme ça. Les femmes n'ont pas de rôle, ou elles ont toujours des rôles de femmes, quoi. C'est-à-dire, c'est la femme d'eux. C'est pas un rôle, ça. Et moi, j'ai joué souvent en tant qu'homme l'homme d'eux. Vous avez même joué des travestis. Et j'adore ça. Hein, vous avez même joué des travestis. J'ai joué aussi absolument des hommes, l'année des 13 lunes. Les Mirabel à vos débuts. Au Mirabel, j'ai commencé ma carrière avec un groupe de travelots qui m'ont demandé de jouer avec eux. Bon, alors ils me donnaient donc plus la part les du rôles masculin et du féminin. J'avais quand même la chanson comment? La part du masculin et du féminin en vous, c'est quelque chose qui bouge. Mais elle bouge chez tout le monde. Elle bouge chez tout le monde. Regardez, par exemple, ces gros acteurs qui est Depardieu, il a un côté très féminin. C'est d'ailleurs ce qui fait sa force en tant qu'acteur. C'est-à-dire que je crois qu'à partir du moment où on se laisse aller, au fond, à sa féminité autant qu'à sa masculinité, après, il y a une proportion un peu plus grande d'une part et d'autre. Mais là, justement, dans les thématiques, là, dans les transgenres, on comprend que le sexe est défini très tard pour le fœtus, assez tard, et qu'il y a des gens qui après, savent pas comment se définir. Et c'est comme ça qu'ils deviennent, qui se disent comment je trouve mon chemin. Mais la société n'accepte pas ça, parce que la société veut du concret, elle veut de l'efficace, elle veut de la productivité. Mais alors, Vivre sa vie, donc, vous parliez de ça, la thématique est là-dessus. Hélène Alexandridis joue des rôles d'hommes, et Sébastien de Pommier joue des rôles d'hommes et de femmes. Pareil pour Hélène. Mais j'aime bien, je trouve, et c'était étonnant à quel point, dans une fiction, très vite, on se dit, c'est un homme.
Enfin, en tout cas, c'est une figure masculine. Quand j'ai vu Winkler, Oui, Angela Winkler. Winkler, Dans Hamlet ou voilà, dans Hamlet, mise en scène de Peter Zadek, c'était il y a longtemps, c'était il y a 20 ans. Elle joue une femme de 50 ans, de plus de 50 ans, elle avait 55 ans, qui joue Hamlet. Bon, on arrive au théâtre, on se dit, bon, ben, Sarah on a un Bernard l'a fait doute, aussi. on a un Hein. doute, c'est un jeune homme de 30 ans. Eh bien, en 2 minutes, la question est réglée. C'est Hamlet. C'est Hamlet. Parce qu'au fond, c'est un être humain qui, à un moment donné, transporte un certain nombre de choses qui sont ses désirs, ses aspirations, l'âme, la mort, l'amour. Et que ce soit un homme ou une femme. Et je pense que mon éducation et le fait qu'on soit 3 filles, 3 garçons m'a fait que c'est ancré en moi comme une évidence. Et cette évidence, elle est bafouée tous les jours. Votre mère a eu un rôle important dans votre appréhension des femmes. Vous aviez un rapport assez passionnel avec elle, puisque je crois qu'elle avait même interrompu une fois une de vos représentations, un spectacle de Louis-René Desforêts, Le Bavard, en disant « N'écoutez pas mon fils, il raconte n'importe quoi ». Qui était quand même gratiné, quand même, non? Oui, c'était terrible. Vous vous étiez disputé après, peut-être? Non, avant. C'est parce qu'on s'était disputé avant. Ça faisait 1 an que je ne la voyais plus. Pourquoi? Parce qu'elle avait voulu étrangler ma femme. C'est vrai. Mais ma mère était une femme fantastique. C'était simplement quelqu'un... je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une femme qui venait du prolétariat. C'est une femme qui était issue d'une famille où les gens très pauvres, ils se démerdent. Ils se démerdent avec ce qu'ils ont. Et après, ils sont prêts à tuer pour exister. Et elle avait... Enfin, je le raconte dans mon livre, donc je ne vais pas le raconter. Mais dans Aujourd'hui, maman est morte, là, que j'ai fait exprès de choisir ce titre parce que Camus, ma mère, le Maroc, voyez, les pieds noirs, tout ça, c'est dans mon corps, c'est inscrit en moi. Mais non, c'était quand je jouais le Bavard de Louis-René Desforêts. Le Bavard de Louis-René Desforêts, c'était déjà un rôle, un texte. Je ne sais pas si vous connaissez ce texte. Si vous ne connaissez pas, franchement, je vous invite. C'est un classique. Il est sorti en 1947, ce livre. C'est un petit livre comme ça s'appelle Le Bavard. Et c'est l'histoire d'un homme qui raconte, en fait, je suis un être humain, et nous, êtres humains, on ne peut pas rester en silence. On ne sait pas faire ça. C'est très compliqué pour nous. C'est-à-dire, il raconte donc qu'il a une maladie, c'est qu'il a besoin de parler. Donc, il raconte plusieurs situations. C'est un texte majeur sur le langage qui a été extrêmement étudié d'ailleurs. C'est un auteur, Louis-René Desforêts, qui est assez, à la fois très confidentiel, mais qui a, sur le XXe siècle, il a été résistant aussi. Et il a dit, après la guerre, après ce qu'on a vu, après ce qui s'est passé, on ne peut plus écrire des romans comme avant. Donc, il a écrit sur le langage, au fond. Bon. Et donc, c'est un livre et c'était un texte sur le langage. Festival d'Avignon de 1994, ça remonte à loin. Et moi, je me retrouve à jouer ce texte que... Vous étiez formidable dans ce texte. Merci beaucoup, Fabienne. Comme vous ne le dites pas toujours, ça m'intéresse quand vous le dites. Mais des fois, vous avez dit que j'étais pas bien, puis après, vous avez dit que j'étais bien. Enfin, vous pouvez évoluer, grandir dans votre rôle. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le théâtre est un art en mouvement et la critique aussi. Oui. Et c'est normal. Je pense que... Mais non, mais on en parlait tout à l'heure. C'est-à-dire, parfois, souvenez-vous de ces livres, vous vous êtes dit, mais c'est quoi? C'est pourri. Puis hop, vous le jetez. Puis 10 ans plus tard, vous vous dites, mais enfin, Lautréamont, quand même, j'étais con, j'aurais mieux fait de regarder un peu plus près. Donc, on est tous comme ça. Il y a des soirs, vous allez au théâtre et vous vous retrouvez devant une pièce de théâtre et vous vous dites, bah, ça ne me fait rien. Ça ne me touche pas. Et la même pièce, vous allez la voir, je ne sais pas, à un autre moment, et vous êtes disposé à ça, et ça répond à une question que vous êtes en train de... Et quelque chose se passe d'extraordinaire. Et moi, je crois qu'on a de la chance de faire du théâtre, parce que le théâtre est encore un des espaces où il n'est pas besoin d'avoir un consensus, où on peut exprimer, au fond, cette chose-là de oui, j'aime pas... même avec violence. Et je crois même, et moi je m'en suis souvent plaint à mes contemporains, j'allais dire, à mes collègues, quoi, enfin aux autres gens qui font du théâtre, du cinéma. Je dis, on ne discute pas assez entre nous. On ne discute pas parce qu'on a toujours peur. Après, c'est les intérêts. On se dit, oh, si je lui dis que c'est pas bien. Jean-Baptiste Sastre, là, qui est artiste associé en ce moment aux Libertés. Jean-Baptiste Sastre, qui avait fait une mise en scène de Richard II, cour d'honneur à Avignon. Et moi, je le vois, sa mise en scène, Denis Podalides, merveilleux acteur et tout, joue ça. Et je n'aime pas.
Je sors, je dis que je ne l'aime pas. Oui, bon. Et Jean-Baptiste, à un autre moment, il y a 2 ans, 3 ans, Yamabas, avec qui il a un projet, me dit il n'ose pas te parler parce que tu le détestes. Je le déteste, que je lui dis. Mais comment je le déteste? Non, je ne le déteste pas. Je n'ai pas aimé à ce moment-là, ce moment dans son parcours. Donc, si vous voulez, si on ne peut plus parler après, parce que après vous vous dites, oh là là, on va penser que... Bon, je reviens au bavard. Je joue le bavard. Ça va? On suit. Donc, votre mère est dans la salle. Moi aussi, je suis, hein, et je ne suis pas encore... Et votre mère est dans la salle. 1h45 de monologue. Festival d'Avignon, 500 personnes tous les soirs. En première partie, d'ailleurs, excusez du peu, je vous dis, c'était extraordinaire, Alain Cuny. Alain Cuny, en parlant de ça, par exemple, moi, tous les soirs, Alain Cuny, avant d'aller jouer, je l'écoute. Sous le gradin, là. Je ne vais pas dans le public, mais je l'écoute sous le gradin, parce que c'est un immense acteur. Et Alain Cuny, c'est un jour, c'est dégueulasse, c'est-à-dire, c'est nul, il ne comprend même pas ce qu'il dit, il lit un texte et le public se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait des grands sons comme ça, mais personne ne comprend rien. Et bien, le même, certains soirs, on est sous le gradin, on fait, oh, ce soir-là, ce soir, c'est extraordinaire. Et là, ce soir, il y a des soirs, c'est-à-dire, ça passait, quoi. Mais ça passe ou ça casse. Et ce même Louis-René Desforêts se retrouve d'ailleurs pour faire une lecture de son propre texte et regarde le public et lui dit, et on pourrait le prendre pour aujourd'hui, c'est-à-dire il dit au public, nous sommes au théâtre. Le théâtre, c'est un jeu. Et quand il y a jeu, J-E-U, ça veut dire qu'il y a une chance de gagner ou une chance de perdre. C'est-à-dire que peut-être vous allez vous emmerder à mourir pendant 2 heures. Ça sera que vous avez perdu. Mais peut-être vous allez gagner quelque chose. Et c'est ce qui se passait avec Cuny. Et il a raison. Et quand on enlèvera au théâtre la possibilité que ça soit emmerdant, on aura foutu le théâtre en l'air. Et ce soir-là, on est en 1994, je joue le bavard. À la fin du spectacle, dans le texte, l'auteur pose une fausse question au public et il dit... Évidemment, parce que le gars, il raconte toute son histoire, comme quoi il est malade et il est obligé de parler. Et à un moment donné, il arrive, et dans le texte, il n'en peut plus tellement de lui qu'il avise un lac gelé. Il va doucement vers le lac gelé, il avise de l'eau glacée, et là, il va pour se suicider. Il se dit, la vie ne vaut pas d'être vécue pour être aussi con que je le suis. C'est-à-dire un être humain, et un être humain à parler, au lieu d'aimer, au lieu de faire... Bon. Au moment où il raconte ça dans le récit, il s'arrête. Et il dit au lecteur, puisque c'est un livre, il dit, et maintenant vous allez vous dire que si je suis en train de vous raconter cette histoire, c'est que je n'ai pas sauté dans l'eau, c'est que je ne me suis pas suicidé. Et donc vous allez dire que je suis un lâche et que je ne vais pas au bout de ce que je pense, au bout de mon absolu, au bout de, comme a fait Rimbaud quand il dit « je m'en vais, la poésie, je l'emmerde ». Vous voyez, ça c'est... Et donc, je suis en train de... Vous me lisez dans ce livre, donc j'ai écrit ça. Mais vous êtes en train de me lire. Si vous êtes en train de me lire, c'est que vous êtes exactement aussi lâche que moi. Donc vous ne pouvez pas me faire ce reproche. Au moment où je dis ça, au moment où je pose cette fausse question au public, j'entends une voix dans le public, comme là, comme vous, je suis en train de jouer, et j'entends une voix qui dit « Oui, moi j'ai quelque chose à dire, c'est très mauvais ». Et moi, à ce moment-là, je suis en train de jouer. Mon texte continue. Et j'entends, et je me dis « Je connais cette voix ». C'est vrai, je dis, je connais cette voix. Et j'entends la personne qui continue en disant, mais enfin, mais je lui avais dit, de toute façon, ce texte est nul, et puis c'est complètement aberrant, mais enfin, qu'est-ce qu'il raconte? Et les gens lui disent, mais enfin, taisez-vous, madame, laissez-nous écouter. Et là, à un moment donné, quand j'entends, et je commence à comprendre qui c'est, c'est-à-dire ma propre mère, et là, je comprends à ce moment-là que je comprends qu'il y a... elle se met à dire, oui, c'est mon fils, et d'ailleurs, je lui avais dit de ne pas le faire. Alors les gens, ils disent, mais enfin, et ils rigolent, parce qu'ils n'y croient pas, parce que ce n'est pas possible de le croire, que c'est la mère du gars qui est en train de jouer. Donc tout le monde se dit, putain, c'est vachement bien, mais c'est dingue. Mais cette comparse-là dans la salle qui dit qu'il insulte, qui machin et tout, c'est merveilleux. Et à un moment donné, d'ailleurs, au bout d'un moment, les gens quand même réagissent parce que ça crée un truc. Et moi,
à ce moment-là, dans la mise en scène, c'est comme si dans la mise en scène, j'allais me mettre là, à cette place ici, là, dans l'escalier. Et dans la mise en scène, c'était prévu comme ça. Je vais donc me mettre dans cette place. Parce que moi, je continue à dire mon texte. Et elle était là à côté. Et moi, je la regardais. Mais je disais mon texte, n'est-ce pas? Je ne pouvais pas. Donc, je la regarde dans les yeux. Dans mes yeux, j'essayais de lui dire, s'il te plaît, tais-toi. Je ne peux pas te répondre. Ce n'est pas aujourd'hui que je peux te répondre. Ce n'est pas ici que je peux te répondre. Et elle ne dit rien. Et ça la calme un petit peu. Je repars sur scène. Je continue à jouer. Je vois qu'elle part. Elle sort. Et les gens vont... Et ça se marre. Et j'arrive pour les saluts. Moi, je ne tiens plus sur mes jambes parce que c'est dramatique, ce qui m'arrive à moi à ce moment-là. Ce qui arrive à ma mère, c'est-à-dire qu'elle ne comprend, elle ne fait pas la relation entre le social et puis une discussion. Elle voulait que je lui parle. Mais c'était une situation très compliquée. Et donc, à ce moment-là, les saluts sont éblouissants et vous ne le croirez pas, mais la réalité est dingue. C'est-à-dire, entre la fiction et la réalité. Oui. C'est un peu ça que j'essaye de dire dans Un homme sans identité. C'est-à-dire, le gars, le metteur en scène, qui est mort maintenant, paix à son âme, Michel Dumoulin, il s'appelait. Ma mère, son nom de jeune fille, c'est Dumoulin. Nadia Dumoulin. Vous comprenez? Donc, Michel Dumoulin, qui avait mis en scène ce spectacle, entre, c'était pas des loges parce qu'on est à Avignon, donc c'est un cloître, je sais pas quoi, il tire le rideau comme ça. Et il jubile parce que ça n'a jamais été à ce point un triomphe. Parce que quand le public voit un acteur qui va crever, c'est-à-dire que c'est aimanté. Il est aimanté, c'est-à-dire qu'il s'y voit lui. C'est-à-dire que là, la représentation prend un tour qui est énorme, quoi. C'est-à-dire que là, il voit un acteur qui est dans un état... Parce que évidemment que je disais mon texte, mais j'étais très... Et Michel Dumoulin pousse le truc en disant, il hurle de joie, T'as vu cette folle qui me dit. Et moi, je le regarde, et ce mot-là m'est insupportable. Ce mot, forcément, m'est insupportable parce que ma mère était excentrique, ma mère faisait vraiment des choses extraordinaires, mais c'est la première fois que j'entendais ce mot pour la définir. Et donc là, je ne le supporte pas, je le regarde, et je lui dis, oui, cette folle, c'est ma mère. Et je lui dis, vous l'avez compris, d'une façon telle que là, il s'arrête immédiatement. Parce qu'il voit mon regard. Il voit que non seulement je ne... Et là, je comprends que j'ai fait une grosse connerie. Parce que Michel Dumoulin est une folle, lui-même, et il a un défaut, c'est qu'il est très bavard. C'est pour ça qu'il a monté le bavard de Louis-René Desforêts. Et donc, au moment où je lui dis ça, je comprends, dans la seconde, tout Avignon va savoir ça. Alors que tout le monde pensait, dans le public, tout le monde me disait, putain, génial, c'est qui cette actrice et tout. Il y a souvent des interactions entre votre... Il y a eu souvent des interactions. J'ai pas fini. C'est-à-dire, là, j'arrive, comme comprenant cette connerie, là, je me lève, et là, je suis très méchant, et je le prends au collet comme ça, je lui dis, tu ouvres ta gueule, je te tue. Et là, il fait, mais non, mais enfin, Charles, mais bien sûr, tu imagines, enfin, pas du tout, mais tu me prends pour qui? Mais enfin, pas du tout, mais bien sûr, ça reste entre nous. Et évidemment, dès le lendemain matin, j'arrive au théâtre, tous les régisseurs, ça va, Charles? C'est-à-dire, tout le monde à Avignon me disait, ça va, Charles? Mais sinon, à part ça, avant de revenir aux interactions entre le réel et les rôles, elle vous a apporté quoi, votre mère Tout. Elle m'a apporté tout, parce que ma mère, c'était quelqu'un qui s'est battu pour sa liberté. C'est quelqu'un qui, avec sa mère, il faut voir mon grand-père, comment il était. C'était, comme je vous dis, c'était des gens très pauvres. Et donc, lui, il avait beaucoup, enfin, il était très violent, quoi. Donc, c'est-à-dire, ma mère, elle m'a apporté, parce que ma mère, elle a écrit un livre qui s'appelle Le Négatif. C'est très beau d'ailleurs comme titre. Elle dit, vous connaissez de moi le positif, voici le négatif. Déjà, un livre qui commence comme ça, c'est d'une beauté. Elle adorait la photographie, donc évidemment, elle parle du négatif de la photo. Mais ma mère était une de ces femmes du XXe siècle qui s'est battue pour sa liberté. Elle m'a donc tout apporté. Même tout. Le goût du théâtre? Mais absolument. Et quand j'ai commencé à faire du théâtre, elle était enchantée. Celui-là, il est perdu pour l'école, mais alors qu'il fasse du théâtre, génial. Parmi tous ces dons, le théâtre, il est arrivé comment, finalement? Vous auriez pu faire plein d'autres choses. Pourquoi le théâtre?
Je ne me suis jamais posé cette question. C'est-à-dire, quand on me pose la question, comment vous avez rêvé d'être acteur, comment vous avez voulu devenir acteur, je n'ai jamais voulu ni désiré être acteur. J'étais acteur. Je n'avais que ce moyen-là pour sortir non, là je rigole, mais du bégaiement. En plus. Non, mais je parlais mal, je ne savais pas comment. Donc, je n'avais que cette solution, je dirais. Je ne sais pas comment dire. Donc, j'ai commencé à 14 ans à jouer, et je ne me suis plus jamais arrêté. Et des interactions comme celles que vous nous avez racontées pas entre seulement votre... à jouer, pardon, Fabienne. Pardon, Oui. juste une. Pas seulement à jouer, à raconter des histoires, à me sentir bien dans la fiction. Parce que ça, c'est quelque chose de très important. C'est pourquoi je dessine, c'est pourquoi je mets en scène, c'est pourquoi je produis. Tout ça, c'est lié. C'est juste raconter des histoires. C'est donc essayer d'appréhender le monde en le refaçonnant. La fiction et la réalité, après, on comprend. Et d'ailleurs, on l'entend là. Quand vous apprenez Michel Dumoulin, Nadia Dumoulin, c'est pas possible. J'ai tourné des films, par exemple, où ça correspondait exactement à ce que je vivais. Enfin, je ne sais pas comment dire. Donc, je ne savais plus qui influençait qui, la réalité ou la fiction. Mais alors, c'est quoi ces interactions, justement, entre les rôles? Vous évoquiez, vous pensez à La maman et la putain, vous pensez à ces interactions entre le réel et la fiction. Pourquoi est-ce que tout d'un coup... C'est vertigineux pour un acteur ou au contraire, il y puise de la force? Là, d'ailleurs, on est tous les deux, Fabienne, et dans ce cas-là, on a fait tous les deux un livre avec Bouquet, et même vous avez fait aussi un film. Et Michel Bouquet est vraiment cet acteur qui a tellement souffert en bas âge de la réalité qu'il a décidé d'entrer en fiction. Et il n'habite un appartement que s'il est vide et avec des meubles totalement usuels, mais il aime avoir des enfants qui ne sont pas de lui et il les élève avec beaucoup d'amour parce qu'il est très content. C'est-à-dire, il a un rapport à la réalité qui est quand même très, très particulier. Vous tournez avec lui et vous jouez au ping-pong il y avait une scène de ping-pong dans le film d'Anne Fontaine qu'on avait fait ensemble. Et puis, il vous regarde avec des yeux d'une admiration sans borne pour dire « Tu sais jouer au ping-pong ? Tu sais conduire une voiture ?» Alors, c'est-à-dire, il s'est extrait de la réalité. Et moi, je trouve qu'il y a un rapport d'interpénétration. Alors, moi, je ne suis pas comme ça. J'aime beaucoup la réalité. Je pourrais arrêter du jour au lendemain ce métier, par exemple. Si. Ah, si, vraiment. Je le pense. Sincèrement, je pourrais partir faire de la voile, être marin. Oui, parce que j'ai commencé paternel. avec ces deux passions, la voile et l'art dramatique. Et puis l'art dramatique m'a vraiment emporté, pas complètement loin des ports, parce que j'y vais quand même, mais je pourrais. Par exemple, l'autre jour, j'ai vu un magnifique film là, sur Rimbaud, qui retrace encore une fois cette... Et ben, je comprends ça. Quelqu'un dit, ça ne me regarde plus. On peut être passionné par quelque chose et puis se dire, ben voilà, c'est fini, j'ai pas envie d'aller plus loin. Je peux le comprendre, mais vraiment très bien. Et pourtant, mais ça n'empêche pas, je crois, que de toute façon, on reconstruit toujours sa réalité avec de la fiction. Vous dites que la fiction, dans votre livre, toujours, la fiction, c'est une drogue pour un acteur. Ah oui, totalement. Alors, là, maintenant, c'est ce que j'essaye aussi d'expliquer dans mon livre, là, Un homme sans identité. Je suis arrivé à un tel point de drogue que c'est compliqué d'arrêter. Ou bien il faudrait arrêter comme pour une drogue d'un coup. C'est pour ça que je dis que je pourrais arrêter d'un coup. Et que je comprends Rimbaud dans ce sens-là. À un moment donné, il ne peut pas écrire comme il a écrit sans que ce soit quelque chose qui est au-delà des mots qu'on écrit. C'est-à-dire, c'est son corps qui se délabre sur la page. Et donc, à partir de là, je peux comprendre qu'il désire que cette drogue dure. C'est de la drogue dure. Quand vous arrêtez... Alors moi, comme je n'arrête jamais, parce que je passe d'un projet à l'autre, donc je n'ai pas ce moment, mais ce moment est vacillant, ce moment c'est terrible. C'est-à-dire comme une descente de drogue. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la fiction qui est une drogue? C'est que vous pouvez tout dire, tout faire, tout est possible, être monstrueux, être séducteur. On peut mourir, on peut aimer totalement, de façon absolue. On visite des contrées de
de soi-même et des autres qui sont on peut faire des choses, on a le droit de faire des choses, on peut tuer, mais on n'a pas le droit de faire ça dans la vie. Quand je jouais Hamlet, je me souviens en 2003, tout d'un coup, tous les soirs, je meurs. C'est merveilleux parce qu'après, tranquille, voyez. Et d'ailleurs, non mais on revient et on salue. Et moi, à un moment donné, quand vous jouez, il y a un moment donné où vous jouez et vous sortez de là, vous êtes dans la représentation, vous vous dites, là, je montre le pire de moi-même à toute une salle. Je montre le pire de moi-même. Et vous sortez, la représentation s'arrête et les gens vous applaudissent. Et vous dites, mais j'ai montré le... Vous voyez, c'est quand vous aimez quelqu'un, vous vous dites toujours, oh, je ne vais pas lui montrer ça encore parce que bon... Eh bien là, non, c'est le contraire qui se passe. C'est-à-dire qu'on vous sait gré, au fond, l'acteur doit se sacrifier pour amener justement ses mauvais côtés. Mais parce que s'il ne le fait pas, c'est les mauvais acteurs. Mais c'est quoi le pire de vous-même, vous qui dites que vous êtes sans identité ? Mais ça ne s'exprime pas par des mots, ça s'exprime par des sentiments abjects, de lâcheté, de machin, de trucs qui passent tout à travers des personnages, à travers des fictions. Quand, par exemple, le rôle d'Hamlet, il est extraordinaire, aussi de fébrilité, mais de lâcheté, d'impossibilité de régler son problème, de peu de clairvoyance à plein de moments. Bon, donc tout ça, on s'y retrouve dedans. Vous avez joué Caligula aussi. J'ai joué Caligula de Camus, qui est une pièce que j'aime beaucoup, contrairement à vous. Mais Caligula est aussi un rôle, je trouve, c'est-à-dire, moi, ce que j'adore dans l'art dramatique, ce que je trouve passionnant et qu'on trouve peu dans la société, c'est qu'on est en dehors du manichéisme. C'est qu'au fond, je me souviens, un de mes premiers spectacles, après c'était une pièce de René Kaliski, un auteur belge qui avait écrit Jim le Téméraire, et il fallait que nous jouions Hitler, Goebbels, comment il s'appelle, enfin, tous ces personnages abominables du régime nazi. Et on se disait, au fond, le théâtre permet d'aller voir ces zones-là de l'être humain que je déteste en moi, mais qui existent. C'est-à-dire, oui, je pourrais être Goebbels. Il suffit qu'à un moment de ma vie, j'ai été déterminé par tel fanatisme que j'ai eu un... Moi, j'ai de la chance, j'ai pu exercer, combler mes trous avec l'art dramatique. Mais il y en a d'autres, ils n'ont pas cette chance, et c'est dans la politique. Et là, c'est dramatique pour les autres. Mais je pense que dans l'art dramatique, on n'est pas dans un régime manichéen. Et moi... On en a parlé tout à l'heure à propos du sexe. Je refuse le manichéisme permanent, qui est pour moi le fruit d'une volonté de bâtir des sociétés qui marchent, qui commercent. La religion y est pour beaucoup, qui a été longtemps associée au pouvoir et qui l'est encore, mais évidemment. Mais pour moi, c'est le pouvoir politique, le pouvoir religieux, toutes ces choses-là ont rendu... ont fondé un manichéisme qui est archi-faux. C'est-à-dire, comme dirait Beckett, c'est le gris. C'est gris. Et moi, je sens toujours que les choses sont grises, pas blanc ou noir. Comment vous travaillez un rôle ? Alors vous êtes metteur en scène aussi, donc vous dirigez des acteurs, mais alors vous, comment vous travaillez ? Et comment vous faites travailler ? Quand je lis un rôle, la première lecture de mon rôle... c'est déjà, à cette lecture-là, j'ai déjà commencé à travailler. C'est-à-dire, je vais analyser tout ce qui, dans le texte, m'émeut. Ça ne sera pas... je ne suis pas un acteur qui a une approche très universitaire ou analytique, même si je vais chercher, par exemple, quand je monte Beckett ou quand je joue... Shakespeare, je lis à ce moment-là beaucoup de choses autour, parce que ça me nourrit, et ça nourrit mon imaginaire. Mais après, dès le moment où vous commencez à regarder une phrase, regarder des répliques, alors si c'est des textes étrangers, vous refaites la traduction inlassablement, plusieurs fois, vous allez voir toutes les traductions. Et là, vous avez tous les points de vue qu'il y a autour. Je peux regarder tous les acteurs qui ont joué un rôle. Vous lisez plusieurs fois des traductions différentes. Par exemple, pour Hamlet, vous avez comparé des traductions. Pendant 1 an et demi avant de jouer, j'ai dit, je veux être avec Jean-Michel Desprats, Moshe et Patrice pour traduire avec vous.
Et j'avais relu bonne fois, j'ai lu plusieurs traductions et avec Jean-Michel, on traduisait et on discutait. Et pourquoi ils disent ça à ce moment-là? Et pourquoi lui à ce moment-là? Bon, donc là, il y a un travail de préparation, mais énorme. Oui, mais ça peut aussi se faire à l'inverse. Parce que, par exemple, les lectures. Moi, j'aime beaucoup faire des lectures. Il n'y a pas longtemps, j'étais à Chartres, là, la semaine dernière, je lisais Premier combat de Jean Moulin, qui est un texte. Et puis moi, ça me bouleversait parce que, par exemple, là, encore une fois, qu'est-ce que la réalité, qu'est-ce que la fiction? En 2002, sous la direction d'Yves Boisset, on a fait 2 téléfilms avec Yves Boisset sur Jean Moulin, sur l'histoire de Jean Moulin. Et là, 20 ans plus tard, quasiment, on me rappelle pour me dire, vous ne voulez pas lire Premier combat? J'arrive à Chartres, je retrouve le bureau de Jean Moulin, où j'ai joué. La scène que je vais raconter dans Premier combat, elle est dans le film. Évidemment, j'avais lu Premier combat avant, mais hop, ça me remonte comme ça. Et là, je l'ai lu une fois avant de le lire. Mais je sais qu'après, j'ai le livre. Et là, dans une lecture, vous devez laisser fonctionner votre instinct. Parce que l'instinct est beaucoup plus fort que toute raison. Je trouve, par exemple, je vois des jeunes acteurs qui écrivent... Ils ont besoin, ou quand vous mettez en scène, ce dont vous ne vous souvenez pas, c'est parce que vous devez l'oublier. Si ça revient, c'est parce que c'est bon. Donc comme ça, vous faites Jean-Marc Bory, quand on avait fait La maman et la putain, justement, c'était parce que moi, avec Jean-Louis Martinelli, j'avais pris l'habitude de répéter, enfin, sauf que là, ce n'était pas encore une habitude, puisque je répétais sans... Je dis aux metteurs en scène, quand je peux, je ne vous voudrais pas apprendre le texte. Parce que moi, je dis aux acteurs avec qui je travaille, n'apprenez pas le texte. Parce qu'il y en a au contraire qui exigent que le texte je m'en fous soit que vous soyez des bons élèves. Ce que je veux, ce qui se passe dans une pièce de théâtre, c'est qu'on a 2 mois de répétition, ou 1 mois et demi, mais tout se construit en même temps. Et pour moi, la mémoire d'un rôle, elle vient... C'est-à-dire, je ne veux pas faire... C'est un peu comme ce qu'on a trouvé à l'école quand on a dit arrêtons de dire aux élèves tu apprends le A, le B, mais avoir une vision synthétique des choses. Donc, je ne cherche pas à apprendre mon texte, donc je le sais. Parce que je le regarde et parce que je l'aime. Quand vous aimez une femme ou un homme, est-ce que vous vous dites je vais l'apprendre par cœur? Non, jamais. Mais jamais. Vous l'aimez, alors vous le regardez et on vous dit et comment sont ses yeux? Ben vous dites ils sont comme ça. Et vous n'êtes pas en train de vous dire avant bon il faut bien que j'apprenne par cœur cette personne parce que sinon quand on va me poser la question je m'en souviendrai pas. C'est pareil avec un texte. Donc pour moi la première relation que j'ai avec un texte, mais le moment où au cinéma c'est encore plus c'est aussi très intéressant parce qu'au théâtre on a vraiment à force de le faire ce métier j'apprends vite quoi. Je répète 2 fois une scène et c'est bon. Moi, oui. Et vous dites que c'est pareil, jouer au théâtre. Je vais vous donner un exemple, Fabienne. Des fois, il m'est arrivé. Moi, j'ai mon rôle. Je ne sais pas mon texte. Je dis juste au metteur en scène, je joue, vraiment je joue. Hein, parce que dès la première lecture, moi, je ne suis pas dehors. Hein, mais j'ai le texte. Laisse-moi le texte sous les yeux. Je répète 2 fois comme ça, parfois une seule. Seulement moi, j'ai le texte sous les yeux, donc je ne l'ai pas appris par cœur et donc je ne fais pas d'erreur à ce moment-là. Et la personne qui est en face de moi, j'ai son texte sous les yeux. Ah tiens, il se gourre là, ah il se gourre là. Et il l'a appris comme ça. Et il se trompe, et il se trompe, et il se trompe, et il se retrompe parce qu'il faut vérifier, il faut revenir à l'auteur et repartir à votre corps. Revenir à l'auteur. Et ce premier mouvement avec lui, c'est comme si l'auteur vous accompagnait quoi, dans ce mouvement. Donc je ne crois pas du tout à la vertu de texte su. Jamais. Et je pense que ça permet d'aller vraiment dans le style de l'auteur. C'est-à-dire que moi, après, j'ai même bâti des méthodes de mémoire parce que si au cinéma, vous avez une page de texte, là, je la travaille, attention, hein, je la travaille. Mais Jean-Marc Bory, dont je parlais tout à l'heure, La maman et la putain, m'avait dit, fais un truc. Tu vas lire tous les jours la pièce sans jamais la proférer. Hein, vous voyez ces acteurs qui sont là puis qui font ah, oui, je vais dire ça comme ça. Ah, puis alors ils font du ton après. Mais la personne à qui ils vont parler, elle n'est pas en face d'eux.
Donc, ils sont en train de bâtir en solitaire quelque chose qui est un duo, un trio, un quad. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas un monologue. Donc, Jean-Marc me dit, tu lis la pièce tous les jours sans jamais la proférer. Jamais, jamais tu n'as le droit. Tu dois le lire comme on lit un livre dans sa tête, quoi. Mais jamais en voulant, parce que c'est tentant, hein, il y a les répliques, on a envie. Hein. On a envie de... Et donc, tous les jours, pendant 2 mois, j'ai lu la pièce. Vous arrivez en répétition, c'est pas que vous avez envie de dire le texte, c'est comme un amoureux qui n'a pas vu son amoureuse pendant 2 ans, quoi. Vous jetez dessus. Mais vous êtes un affamé du texte, un affamé de ces répliques que vous avez. Parce que pendant 2 mois, à chaque lecture, vous avez fait une lecture différente. Chaque lecture était différente. Vous n'avez pas compris la même chose. Et donc, vous avez accumulé une expérience malgré vous. Je dis toujours que cette phrase que j'adore de Saint-Augustin, c'est « Je suis arrivé à force de ma volonté où je ne voulais pas ». Ça, c'est une phrase pour l'art dramatique, pour la vie en général. « Je suis arrivé à force de ma volonté où je ne voulais pas ». Et ben, pour moi, pour arriver dans un rôle, il faut surtout laisser aller l'aléatoire, le malgré soi. Parce qu'un acteur n'est jamais aussi intelligent, ni qu'un auteur, ni que lui-même, ni que la poésie. Donc, s'il veut développer, s'il est trop cartésien, manichéen, s'il ne veut pas admettre que c'est que des petites, des tas de nuances, de gris, de rouge, il a au début, quand j'étais jeune acteur, je me disais, là, ce rôle, il veut dire ça, et donc j'arrivais en répétition pour me dire, je vais le faire. J'étais très volontaire, j'ai 25 ans, et je travaillais beaucoup comme ça. Et je me dis, là, cette avec réplique... qui, par exemple? Avec Martinelli, Vincent, Jean-Pierre Vincent, au début Juste, à 25 ans, j'arrive chez Bernard Sobel, et je joue l'école des femmes. Je joue le rôle de cet idiot d'Horace, qui est le pire rôle du répertoire. C'est vraiment un rôle abominable. Horace, je ne vous le conseille pas si vous êtes jeune acteur. Jeunes acteurs, non. Et Arnolphe, c'est Philippe Clévenot qui joue ça. Philippe Clévenot, je ne sais pas si vous souvenez de cet acteur qui est malheureusement mort maintenant, mais c'est un immense acteur qui avait joué le Misanthrope avec Jean-Pierre Vincent dans les années 70. Moi, j'avais 16 ans et j'allais voir ces acteurs au TNS. J'ai trouvé ça magnifique ce qu'ils faisaient. Nous, on faisait notre théâtre à Toulon, là. Et puis, j'allais chez... Bon. Et Bernard Sobel mettait en scène Philippe Clévenot. Donc moi j'étais heureux d'être dans cette production, ne serait-ce que pour ça. Et je regarde Philippe Clévenot répéter. Et l'acteur, Sobel, lui dit, tu vas jouer tout comme ça, en riant, ou bien tout dans cette direction, ou tout dans celle-là. Et je vois cet immense acteur qui était Philippe Clévenot, qui pour moi était le sommet de l'acteur, à la fois extraordinairement sensible, poétique et intelligent. C'était l'acteur intelligent par excellence. Quand il jouait le Misanthrope, ses répliques, c'est lui qui a joué Louis Jouvet 40. C'est-à-dire que c'est des acteurs qui s'apparentent à des acteurs comme Jouvet. Et je vois cet acteur qui était pour moi comme une sorte... Je n'ai jamais eu d'idole, mais en tout cas, un acteur que j'avais beaucoup observé jouer et que j'aimais profondément. Et je le vois, pour moi, semblable à une épave, à un homme qui ne sait pas où il va, une girouette. Je me dis, cet acteur ne sait pas ce qu'il joue, ne sait pas où il va, n'a pas décidé de son rôle. Et là, je continue d'observer, et au fil du mois de répétition, en fait, à force, il faisait une expérience dans un sens, une expérience dans l'autre. Il ne la contrariait pas, cette expérience. Et encore une expérience dans l'autre, et une autre, et progressivement se resserrait quelque chose qui était quelque chose qui lui ressemblait totalement, mais malgré lui. Il laissait faire les choses. Je me souviens même qu'à un moment donné, il avait une réplique, et moi, à ce moment-là, il répétait, ça me fascinait. Et je le voyais, il disait son texte, et puis il était comme ça sur scène, et puis il regardait le public, donc Bernard Sobel à l'époque, le metteur en scène, puis il regardait à droite, puis il regardait à gauche, puis il faisait tout un jeu comme ça, assez mystérieux, et il sortait. Et à un moment, je lui dis, Philippe, qu'est-ce que tu joues là? Et il me dit, en fait, je ne sais pas si je sors à droite, si je sors à gauche.
Et pour expliquer que vraiment, là, j'ai commencé à comprendre... C'était bien ou pas? Mais c'était fantastique. Mais non, mais il était fantastique. C'était bien ce qu'il jouait. Bien sûr que c'était bien. Non, mais le fait de le voir hésiter entre la droite et la gauche, Ah, mais non, ça vous inquiétait c'était la quand même. traduction du fait que si vous ne savez pas, ne faites pas comme si vous savez. Et puis jouer de ça. C'est-à-dire qu'il savait appuyer sur qu'est-ce que la réalité présente et qu'est-ce que j'en fais. Mais moi, ça m'a surtout appris qu'il ne faut pas... les acteurs doivent laisser faire les choses. Et l'art, en général, est comme ça. C'est pareil pour le dessin. C'est pareil pour l'écriture. L'écriture, c'est un endroit. Quand j'ai écrit ce bouquin, Un homme sans identité, souvent je jouais au théâtre le soir, je rentrais et quand j'étais tout seul la nuit, j'écrivais. Et ça part. Et l'écriture est un endroit, là je parle, qui n'est pas la parole, qui n'est pas la pensée, qui est encore ailleurs, qui est exactement entre les deux. Quand vous écrivez, vous ne parlez pas pareil, quoi. Même quand j'ai fait ce bouquin avec Michel Bouquet, je ne sais pas si ça vous avez fait pareil, mais ce bouquin avec Michel Bouquet, j'avais enregistré Michel avec toutes les questions que je lui posais, et ben j'ai tout réécrit. C'est-à-dire que si vous mettez de l'oral à l'écrit, ça ne marche pas. Par contre, si vous êtes en train d'écrire, les mots défilent et quelque chose se passe en vous qui fait que vous sentez que vous êtes dans un endroit d'une intimité parfaite ou très forte et qui pourrait, et vous, inconsciemment, ça sélectionne ce qui peut être universel en même temps. C'est-à-dire comment l'universel rejoint l'intime, c'est ça l'écriture. Vous êtes orphelin de certains grands rôles que vous avez joués? Pas du tout. Il n'y en a aucun qui a laissé des traces en vous? Si, énormément. C'est comme ça que j'entends orphelin. Orphelin, ah oui, orphelin, comme on a perdu ses parents. Oui. Vous les regrettez? Non, parce que orphelin, c'est-à-dire quand on perd ses parents, on ne les voit plus, mais un rôle, on peut le revoir. On peut le refaire. Par exemple, quand j'ai joué Fan Party, j'ai joué Clove, à l'époque, avec Dominique Pinon, Dominique Marcasse et... La mémoire commence à me faire défaut. Magnifique acteur. Bref, je vais jouer Ham. C'est-à-dire, pour moi, au fond, un rôle n'existe pas. Un rôle, je ne suis pas orphelin d'un rôle comme d'une personne parce que mes parents ont existé, ils sont morts, et je suis orphelin. Je ne les verrai plus jamais. Je ne peux plus leur parler. Tous les orphelins connaissent ça. Des fois, on dit, tiens, je vais l'appeler pour leur dire, ah ben non, en fait, je ne peux pas. Et quand c'est un rôle, il est là. Il est à portée de main sur le papier. Là, par exemple, j'ai joué Clove. Mais moi, dans ma tête, j'ai gardé le décor parce que je vais jouer Ham. Et puis après, je finirai dans la poubelle pour jouer Nag. Moi, ça m'intéresse de fréquenter Beckett et cette pièce. Donc, je fréquente Beckett, en fait. Ou quand je joue Hamlet, je fréquente Shakespeare. Pour moi, je fréquente l'auteur parce qu'un rôle n'est rien. C'est comme quand on vous dit, vous aimeriez jouer ce rôle, je dis... Ça n'est rien, un rôle, c'est du papier, ce sont des mots. Avec qui, comment, quels paramètres? Qu'est-ce qui fabrique ce rôle? C'est-à-dire avec qui je le fabrique? Sinon, donc, moi, les rôles m'ont façonné, parce que tous les rôles m'ont façonné, depuis le D-Book de Chalomensky qu'on jouait à Bruxelles, avec quand Moshe le mettait en scène, où je faisais un petit chassid et où on s'était transformé, on avait aimé et fréquenté la culture chassidique de tout le répertoire yiddish. C'était magnifique, mais on rentre dans un monde, en fait, et après on en sort. Donc, pour moi, ces mondes-là, ils sont toujours palpables. C'est pas tout à fait pareil. Ils ne sont pas morts. Vous dirigez la scène nationale à Toulon, donc le Théâtre Liberté. Là, vous allez reprendre en septembre Art dans le théâtre privé, la grande pièce de Yasmina Reza qui remporte un triomphe. Il y a une spécificité du théâtre public, vous qui pouvez voir les deux, du théâtre de service public, vous qui dirigez un théâtre public à Toulon? Ah oui, bien sûr, il y a une spécificité. Je pense que dans le privé, il y a nécessité plus que dans le public de faire de l'argent, même si dans le public, il y a nécessité absolue de bien gérer de l'argent. Et même moi, je fais partie, je veux dire, j'ai vu dans la génération,
J'ai vécu le subventionner quand, et ça existe encore, quand les gens disent il ne faut surtout pas aller chercher, par exemple, du mécénat, de l'argent dans le privé, parce que sinon, soit c'est un raisonnement en disant on va nous supprimer des subventions, ce qui n'est pas forcément faux d'ailleurs, ou soit l'argent privé va vouloir influencer la programmation. C'était sale, l'argent privé était sale. Voilà. Donc, c'est vrai que quand je joue Art de Yasmina Reza chez Dumontet au Théâtre Antoine, je vois bien qu'il y a des nécessités économiques qui sont... Lesquelles, par exemple? Il y a des gens qui ont acheté de leur propre denier un théâtre et qui ont bien l'intention non seulement de le faire vivre, mais s'ils peuvent, de gagner de l'argent avec ça. Dumontet, il gagne de l'argent. Il gagne bien sa vie, Dumontet. Donc, parce qu'il a réussi à racheter plusieurs théâtres et tout. Donc ça, c'est le privé. Le public... C'est-à-dire que lui, il dirige le Théâtre Antoine et d'autres, mais il en est propriétaire. Moi, je dirige le Théâtre Liberté et le Théâtre et le Château Vallon. Je le répète encore une fois parce que c'est très important, avec Pascal Beuglin, qui est ma co-directrice, et ça n'est pas mon assistante, parce que quand vous avez une co-directrice, souvent vous arrivez à un rendez-vous, on fait « alors elle prend des notes, alors c'est quoi son agenda à Charles ?» Je vous assure, c'est très fatigant, et à un moment donné, vous dites « mais les gars, il faut vous réveiller, quoi. » Bon. Donc Pascal Beuglin, mais là, on n'est pas propriétaire du tout. On n'est que des passeurs. D'ailleurs, je ne veux pas y rester. Je veux pas y rester 20 ans. Je n'y resterai pas 20 ans. Je ne veux pas faire ma retraite avec ça. C'est pas possible pour moi. Moi, alors pourquoi vous y êtes fondé avec Philippe et après Philippe, avec votre frère, oui, Philippe Berling. Exactement. Et ensuite, j'entends bien le mettre qui marche le mieux possible pour que cet outil. Moi, j'ai été sauvé par le théâtre public. J'ai été sauvé, ma vie a été sauvée par ces gens, comme Gérard Paquet à l'époque, qui a fait Château Vallon en 64, et qui ont créé une utopie réaliste, et qui m'ont permis, à moi, petit con que j'étais, de pas seulement aimer les bagnoles et les belles fringues et faire bien, comme on dit, comme on faisait à Toulon, mais de commencer à m'intéresser à des choses beaucoup plus fortes, à ma propre liberté, qui m'ont donné ma liberté, qui nous ont permis, nos parents étant plus de droite et à l'époque sortant de la guerre et comme vous l'avez dit, admirant De Gaulle et tout, nous, de leur dire, vous êtes des vieux cons et nous, on est de gauche et ci et ça. Donc, ça m'a permis de réfléchir, ça m'a donné cette liberté. Je pense que donc je suis redevable de ce système et je crois plus que sincèrement dans ce système. Quand j'ai pris la direction, quand on nous a proposé la direction du théâtre de Toulon, à ce moment-là qui s'appelait Le Liberté, avec Philippe, quand j'étais au ministère à un moment donné, à l'époque, là, après 2010, j'étais au ministère pendant 1 heure, un peu comme je fais là avec enthousiasme, parce que j'explique à un type que vraiment, je ne veux pas être directeur, moi je veux créer quelque chose à Toulon. Parce que quand j'avais 14 ans, il n'y avait rien à Toulon, que Château-Vallon qui était à Olioul et Nice et Marseille. Et donc, je lui explique pendant 1 heure pourquoi je renonce même à des choses pour cette direction, et que je crois dans le service public, et que je crois dans ces choses-là, que ça n'a pas un vain mot, la démocratie, la République, l'universalité, parce que c'est l'universalité dans le service public qui est fondamentale. On est en dehors des communautarismes. Il faut que tous les publics viennent. Et c'est des outils pour ça, qui ont été faits pour ça, fabriqués pour ça. Quand vous dites ça à un type du ministère et qu'un mois plus tard, il vous appelle en vous disant « ça ne t'intéresse pas le CDN de Limoges ?» Le mec, on se dit « ah, en fait, personne n'y croit. » En fait, aujourd'hui, quand on dit qu'on parle de cette passion-là, de cette nécessité du service public, on se dit c'est une tournure politique. C'est pas mal son show là. C'est pas mal son truc. Pourquoi il a lâché votre frère? Parce qu'on était 3 à la direction, parce que Pascal Beuglin, qui avait travaillé avec Savary et avec Jérôme Deschamps, disons, moi, le deal que j'ai depuis le début dans ce théâtre, c'est moi, je suis un artiste et je ne sacrifierai pas mes activités artistiques, écrire, faire du cinéma, jouer au théâtre, mettre en scène. Je ne peux pas le sacrifier ça pour le rôle du directeur. Je suis passionné par ce qu'on fabrique, mais le deal, c'est de le faire avec d'autres pour qu'on se partage le boulot et que moi, je puisse... Parce que je fais beaucoup de choses dans ce théâtre.
J'aime discuter avec les employés et savoir qu'est-ce que c'est qu'une hiérarchie dans une entreprise, par exemple. C'est fondamental pour moi, ça. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir? Qu'est-ce que c'est que être directeur? Tout d'un coup, vous le découvrez quand vous n'êtes pas habitué à ça. Moi, je suis habitué au plateau, à mettre en scène, mais les acteurs, c'est des êtres libres. Quand vous avez des employés, et si dans le rapport qu'il y a avec vous, il y a est-ce que je perds mon boulot ou pas? Bon. Donc, je suis très impliqué dans la direction. Mais le deal, c'est ça. Et à un moment donné, on était 3, et à un moment donné, ça dysfonctionnait trop, et ça m'obligeait trop à casser, à interrompre. Donc, à ce moment-là, j'ai parlé avec Philippe, et on s'est parlé, on a dit, on n'arrive pas à fonctionner. Donc, lui, il a dit non, parce que et lui-même se commençait à... Bon, donc, des malaises font qu'à un moment donné, il dit, je retourne en Bourgogne, je vais gérer ma compagnie, mais tout va bien avec Philippe, il est revenu faire un spectacle aux Libertés. À un moment donné, la direction, un triumvirat comme c'était, et puis justement, Pascal prenait, dans le triumvirat, prenait sa place. Parce que je crois que dans le travail, chacun, et moi j'ai été habitué à ça comme acteur, c'est comme quand vous arrivez dans une distribution, eh ben, il faut se faire sa place. Il faut non seulement se faire sa place, mais il faut prendre la juste place. Parce qu'il faut être à sa juste place. Il faut être ni trop prétentieux, ni trop humble. Moi, pour moi, je ne crois pas à la trop forte modestie. Par exemple, je venais de faire Ridicule. Je commençais à être connu dans le cinéma. J'avais quand même 37 ans. J'avais fait beaucoup de théâtre. Vous vous en souvenez? Bien sûr, au TNS, avec Jean-Pierre Vincent et puis surtout avec Jean-Louis Martinelli. Tout à fait. Puis après à Nanterre. Et j'arrive on fait un film avec Isabelle Huppert et avec Philippe Noiret. Moi, on est en 80, je ne sais plus, 16 ou quoi. Les gens me connaissent un peu pour Ridicule, pour des films avec Sauté, Pascal Ferrand, tout ça. J'avais fait des bons trucs. Mais j'étais pas... Bon, j'arrive sur le tournage. Premier jour, une grosse caravane, il y a Philippe Noiret dedans. Il y a une grosse caravane, il y a Isabelle dedans. Et puis on me dit, tu vas te changer là. Et donc il y a un car pour les costumes. Et je rentre dans le car et puis je me change, quoi. Je vois... Alors, et je jouais Pierre Curie, Isabelle, elle jouait Marie Curie, et Philippe Noiret, à l'époque, il jouait Schultz. Je vais voir le directeur de production, je lui dis, je dois jouer Pierre Curie. Pierre Curie et Marie Curie, c'est un couple admirable. Et ce couple admirable, ils avaient cette chose fantastique, au début du XXe siècle, d'être un couple paritaire totalement. Et il se trouve que Pierre Curie était un homme un peu plus timide que Marie. Et moi, je dois jouer Pierre Curie, donc un homme un peu timide. Le premier jour, tu me donnes une place subalterne. Je pense que tu fais une erreur. En tant que directeur de production, tu vas avoir un acteur qui va s'excuser de jouer avec Isabelle Huppert. Isabelle Huppert est une grande vedette. Philippe Noiret est une immense vedette. Moi, les gens ne me connaissent pas beaucoup. Mais moi, je dois jouer Pierre Curie. Et donc, même si Pierre Curie est timide, tu vas me mettre une loge comme les autres. Il l'a fait. Parce que sinon, c'est un mauvais calcul pour ta production. Tu vas gagner un peu d'argent, mais tu vas perdre un acteur. C'est-à-dire que tu vas faire en sorte que je me considère en dessous de Marie Curie. Et je pense que c'est une grosse erreur. C'est-à-dire, ce n'est pas à ce moment-là, pour moi, ces petites choses jouent, comme je disais, la réalité et la fiction. Ces petits détails, à un moment donné, vous minent. Si vous acceptez ça, puis ça, ça veut dire que artistiquement, vous acceptez d'être en dessous. Je n'accepte jamais d'être en dessous quiconque, ni en dessus. Je pense que ce n'est pas un bon calcul. Et c'est pareil avec les employés avec qui je travaille. Je leur dis, tu n'es pas en dessus ni en dessous de moi, mais après, il y a une hiérarchie, c'est-à-dire, moi, on donne une direction, mais tu es responsable. Au début, quand vous dirigez un endroit, les gens, ils venaient me voir. Ils faisaient un truc, ils me montraient le truc. Ils me disaient, tu aimes? C'est bien? Je disais, et toi, tu aimes? Je ne sais pas. Je dis non. D'abord, tu aimes et après, tu viens me voir avec quelque chose que tu aimes et après, on parlera. Et puis, si on n'est pas d'accord, ce n'est pas grave. On va trouver un compromis. Mais l'employé, il va apprendre, s'il est dans il est dans un souci de hiérarchie verticale, il va se dire, il va un peu sucer la roue de celui qui est plus haut et puis, par contre, il va taper sur celui qui est en bas. Et ça, moi... Encore une fois, grâce à notre mère, 3 filles, 3 garçons.
tu es un garçon, tu fais la vaisselle comme les autres. Et toi, tu es une fille, tu vas faire des études. Et tu ne vas pas attendre d'avoir un mari pour exister. Donc moi, c'est pareil pour le... Donc je n'ai pas été élevé avec des choses de hiérarchie. Alors des fois, je suis grande gueule parce que des fois, non, je ne suis pas d'accord pour être en dessous. Vous êtes un artiste engagé? Alors voilà bien une formule et un mot que je déteste, parce que être un artiste engagé, c'est une façon de détruire l'engagement que vous avez. C'est-à-dire, je crois que c'est une grosse erreur de penser artiste engagé ou artiste pas engagé, que tout artiste, et à partir du moment où il met quelque chose sur la place publique, il donne un sens à ce qu'il fait, et donc c'est un acte politique, et donc c'est un acte engagé. Donc moi, je sais ce que ça veut dire, et je sais que dans le sens commun, on l'emploie, mais pour moi, on emploie ce terme d'artiste engagé pour détruire les artistes engagés, pas pour autre chose. C'est-à-dire pour les stigmatiser, pour dire, voilà, quand on a fait les trucs sur les migrants et tout, eh ben, j'ai bien vu que au bout d'un moment, votre parole est inaudible parce que, ah ben évidemment, ils pensent ça. Ben alors oui. Alors donc ça veut dire c'est comme si notre parole ne serait plus libre et ne serait pas fondée. C'est parce que forcément, puisqu'il est de ce bord-là, il pense ça. Pour les Gilets jaunes, vous m'avez dit que vous les aviez fait venir au théâtre, par exemple. Les migrants? Les Gilets jaunes. Les migrants aussi. Les migrants aussi. Par exemple. Non mais parce que moi, pour moi, quoi, mon métier de directeur de théâtre, mais aussi d'artiste, c'est toujours de me dire les idées reçues qu'on a, comment les bousculer. Vous voyez, par exemple, quand on a fait 2 mois sur les transgenres, pourtant, moi, je suis quelqu'un de... Bon, j'en ai fréquenté, j'ai été au Mirabel, machin et tout, mais j'ai appris plein de choses, quoi. C'est-à-dire que, et je m'aperçois que j'ai une éducation catholique qui me formate comme ci et comme ça, et que je suis coincé là, et que c'est normal. Donc pour moi, l'art et le métier d'un directeur et de ces institutions culturelles, c'est de détruire les idées reçues qu'on a. C'est de dire non, on n'est pas obligé de penser comme ça. Il faut regarder la réalité en face pour la voir vraiment. C'est ce que disait, j'avais fait un très beau texte de Jean Genet qui s'appelait « Ce qui est resté d'un Rembrandt déchiré en petits carrés bien réguliers et jeté aux chiottes », qui était donc un texte absolument sublime sur la peinture de Rembrandt, où il raconte la révélation qu'il a sur la peinture de Rembrandt. Et dans ce moment-là, il parle de Rembrandt, mais il parle aussi de lui, Genet, du poète qu'il est. C'est-à-dire, il se dit, maintenant que je l'ai vu, je ne peux plus faire semblant. Je ne peux pas faire comme si je n'avais pas vu. Vous voyez, pour moi, raconter les poètes, aller trouver dans la poésie, dans le théâtre, dans le cinéma, dans l'art, c'est aller trouver des choses où on regarde les choses, vraiment, en dehors de tous ces filtres, de tous ces prismes qu'on nous donne et qui fait qu'on ne réfléchit plus par soi-même. Le rôle d'un artiste, c'est quoi ? Eh ben, c'est ça, c'est-à-dire c'est de faire remonter, même au prix, et il y en a qui ont payé très cher, d'agression, quoi, de conspuation, la réalité à soi-même et aux autres. C'est de refuser de... Alors, par exemple, on parlait du métier de directeur. Le métier de directeur vous oblige, et ça, moi, je sens une différence qu'il y a 10 ans, vous donne moins de liberté de parole que quand vous ne l'êtes pas. Parce que quand vous avez 60 employés, que vous avez un théâtre, que vous avez une ambition pour ce théâtre, ben, il y a des moments où vous vous dites « bon, ben, je fais un compromis ». Ce que je ne faisais pas quand j'étais une personne libre. Parce que quand vous êtes acteur et que vous occupez des migrants, on va parler des gilets jaunes, des machins, mais votre agent vous dit « calme-toi un peu », parce que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour le business. Ça n'est jamais bon pour le business d'ouvrir sa gueule et de dire les choses. Ça n'est pas bon. Quand je faisais ça veut dire qu'on vous propose moins de rôles après ? Bien sûr. Ça veut dire que les productions, ça veut dire que mon agent, elle vous montre des fichiers, Qu'est-ce que vous avez refusé ? Qu'est-ce qui vous a échappé à cause j'en de sais vos rien. prises de position ? J'en sais rien, mais moi je m'en fous. Enfin, je sais pas comment dire. Moi, j'ai la chance d'être justement pluridisciplinaire. Je peux faire du théâtre, je peux faire du cinéma. Si j'en fais moins à un moment donné, j'ai la chance d'avoir trop de projets. Moi, j'ai trop de projets. Donc, quand on me dit tu fais pas ça, je suis content. Dans votre livre, et ça sera ma dernière intervention avant de passer la parole aux spectateurs, n'en vouloir à personne, tout accepter, voilà le rôle de l'artiste. Voilà ce que vous avez écrit. Exactement.
C'est-à-dire que c'est pas une question... Tout accepter. Oui, oui. Il y a chez l'artiste et je crois chez les acteurs et les actrices un aspect sacrificiel. Je crois que dans la société, c'est des êtres qui doivent... Un acteur, il est sacrifié souvent. Moi, souvent, je me sens comme ça. Comme Après, par exemple. ce sacrifice... Eh ben, vous vous exposez, ben, vous payez le prix, quand même. Ça peut être la gloire, le prix. La gloire et le deuil éclatant du bonheur. Madame de Sévigné. J'en connais plein, hein. Je ne vous dirai pas les noms. Donc, il faut tout accepter, c'est ça. Non, je ne sais pas dans quel contexte j'ai dit cette phrase, tout accepter. D'une certaine manière, oui. Je crois qu'au bout de compte, il faut arriver à tout accepter. C'est-à-dire c'est le principe de regarder les choses et de dire... Enfin, c'est cette phrase magnifique, ce que je ne peux pas changer, il faut que je vis avec, quoi. Parce que sinon, on devient fou. On se suicide direct. Est-ce que vous avez des questions à poser à Charles Berling? Madame. Attendez, je vous donne un micro. Bonjour, je suis Véronique. Je voulais revenir à ce que vous disiez en début d'interview par rapport à la pièce Un ennemi du peuple. Si vous deviez en faire la mise en scène, comment, pas changeriez-vous, mais comment adapteriez-vous la mise en scène pour qu'il y ait parité et pour que ce dont vous parliez... Ça m'est arrivé souvent. Par exemple, je viens de faire La solitude des champs de coton. Dans La solitude des champs de coton, pour moi, en tant que metteur en scène, la pièce, c'est un blanc et un noir. Ça ne s'appelle pas pour rien La solitude des champs de coton. C'est-à-dire que, évidemment, l'évocation de l'esclavage des Noirs africains est fortement inscrite dans cette pièce. C'est explicite, c'est dit. Donc, à ce moment-là, je me dis, mais c'est possible de prendre une femme. Donc, je peux prendre une femme noire. Donc, je joue avec Mata Gabin. Et donc, je prends une actrice qui a un rôle, entre guillemets, écrit pour un homme, mais qui est un rôle qui est un être humain, au fond. Et simplement, il y a un noir et un blanc. C'est ça le fondamental. Donc, après, je réfléchis. Donc, Un ennemi du peuple, je ne peux pas vous dire. Mais quand j'ai monté Vivre sa vie de Jean-Luc Godard. Là, je l'ai adapté au théâtre. Et c'est un film de 62. Jean-Luc Godard est un immense poète et un grand cinéaste pour moi. Mais vraiment, il m'a beaucoup libéré. C'est vraiment des artistes qui m'ont forgé, quoi. Eh bien, j'adapte ça, mais on est en 2019. Donc, il y a Falconetti, qui est dans le film d'ailleurs, c'est Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc que les hommes ont brûlée. Il y a Anna Karina en 62 qui fait ce film avec Jean-Luc Godard, mais c'est quand même le point de vue de Jean-Luc Godard. Donc moi, quand je le monte en 2019, je vais voir Irène Bono, qui est une dramaturge et metteur en scène fantastique, et féministe en plus, et je lui dis, trouvons des textes de femmes, parce que Godard, lui, dans ses films, après tout, un personnage prend un bouquin et le lit. Ben, je me dis, je l'adapte, moi, son film. Donc, je me permets ça. Donc tout d'un coup, on va chercher des textes de Virginie Despentes, on va chercher des textes de Marguerite Duras, de Griselidis Réal, parce que c'est un film qui parle de la prostitution, de Simone Veil. Il y a à un moment donné, dans le film, au tableau 11, il y a Brice Parrain qui parle, c'est un philosophe, et qui dit un truc sur le langage qui est magnifique. Ben moi, je dis, bon, ben c'est une philosophe, je fais entrer une femme. Mais ce que j'exprimais tout à l'heure, c'est même pas contre Jean-François, c'est que il y a des jeunes compagnies aujourd'hui, des gens qui ont des compagnies, là, des collectifs. Moi, il y a un moment donné, ça me débecte quand je vois que systématiquement, la femme, elle est en blanc, c'est une mariée, c'est la femme d'eux, quoi, c'est l'objet du désir. Mais j'ai vu ça chez Creusevaux, l'autre fois au TNS et tout, c'est-à-dire il y a des gens qui font des œuvres où ils s'impliquent très directement. Mais c'est des jeunes hommes. Et je pense qu'il y a un moment donné où ils n'ont pas compris ça, ils ne prennent pas la mesure. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une éducation, encore une fois, qui m'a ouvert les yeux là-dessus. Et donc, je comprends ce que vivent les femmes, quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, moi, je me dis, nous, au Liberté, Château Vallon Liberté, on a 100 spectacles
spectacle programmé. Parité absolue. 50% d'hommes, 50% de femmes. Et ce n'est pas que les actrices. Hein. C'est auteurs, metteuses en scène. C'est-à-dire, pour nous, c'est fondamental. Parce qu'on y pense. Mais il y en a plein, ils n'y pensent pas, ils s'en foutent. Parce que c'est des hommes. Et parce que quand vous êtes un homme, vous n'êtes pas agressé par ça. Il n'y a aucune raison, puisque ça roule comme ça pour vous. Puisque finalement, quand je suis avec Pascal, on fait votre assistante. Bah, si je voulais me rendre confort là-dedans, je dirais, bah, prends des notes et puis donne-lui mon agenda. Et puis ensuite, oui, elle est jolie, mon assistante. Voilà ce qui se passe. Mais c'est vrai, Renaud Muselier, quand il nous accueille, l'autre fois, je dis, on est deux co-directeurs. Ben, il regarde, et puis il n'y avait pas de siège pour elle. Je dis, mais on est deux. Ah, pardon, Charles Berling et sa compagne. Mais c'est comme ça, dans le monde des hommes. Allez voir à DCNS dans les entreprises, parce que nous, on va chercher du fric dans les entreprises toulonnaises et tout. Mais ça se voit que les hommes, ils veulent pas. On a une copine, elle travaille à DCNS, donc la plus grande entreprise du monde de l'armement, qui fabrique des bateaux. Il n'y a que des mecs. Il y a une nana qui travaille, elle est plus diplômée, elle a un poste, plus de responsabilité, elle est moins payée que les autres mecs. Moi, j'ai pris l'avion l'autre fois avec eux, il y a 10 mecs comme ça, ils sont tranquilles, et puis elle est là, et ils la vannent. Ben, moi, je trouve ça honteux, je trouve ça terrible. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, quand il faisait des méchantes blagues. Moi, je suis grande gueule, alors je parle aux gens, je dis, mais vous ne devriez pas faire ça, mais venez au théâtre et vous seriez moins cons. Eh bien, merci Charles Berling, merci beaucoup. pour ce moment avec vous. Merci. Merci.